fait, je voulais être utile en utilisant les savoirs de la médecine qui me fascinaient. Et j'ai découvert la cancérologie, c'est passionnant, parce que ça génère l'humilité, d'une part. Hein. Vous n'êtes jamais sûr de rien, et on sait qu'on fait un combat ensemble. Avec des mots, on soigne. Avec des mots, on tue. Donc c'est une façon de s'améliorer soi-même, puisque vous apprenez en théorie à parler et à soulager avec vos mots. Nous, soignants, à donner de l'espoir ou ne pas fermer la porte de l'espoir, qui est fondamentale pour arriver à relativiser, à se projeter. Donc la gestion de l'incertitude et de l'espoir, c'est fondamental. Donc il faut qu'on assortisse l'augmentation de la quantité de vie à l'augmentation de la qualité de vie. Nous naissons princesses et nous devenons guerrières. Fermez les yeux. Ça vous parle ? Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des philosophes qui, j'espère, vous feront du bien. Vous entendrez aussi des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et hyper guerrières. Elles gèrent et elles galèrent. Comme vous, comme moi. Elles s'écroulent parfois et elles se relèvent. Qu'est-ce que j'aurais adoré avoir plus de temps avec le docteur Toledano, tant il est passionnant. Le déroulement de la journée a fait que nous sommes retrouvés avec 30 minutes montre en main plutôt qu'1 heure. Alors, frustration certes, et elle est non dissimulée au début du podcast, mais waouh, nous sommes allés à l'essentiel. Ce podcast est un condensé d'archi-essentiels, et je trouve qu'il concerne tout le monde, cancer ou pas. Parce que la vision pleine et globale de la santé dont Alain nous parle concerne tout le monde, cancer ou pas. Il partage sa vision de la médecine. La médecine est un art et non une science exacte et rationnelle. Il y a un côté artisan, peut-être même artiste parfois. La médecine est une science humaine mêlée à des sciences dures pour arriver à entrer en relation à l'autre. J'insiste sur l'importance de cette relation, de ce lien, de cette interaction entre le médecin et le patient. Une relation riche qui se construit à deux, et j'y reviendrai dans cette intro. Comment passer de la médecine prescriptive à la médecine intégrative ? Comment passer d'une médecine centrée sur la maladie à une médecine centrée sur l'individu et son projet de vie ? Comment inclure des interventions thérapeutiques non médicamenteuses et avoir une conception de la santé qui dépasse le cadre de la maladie ? C'est crucial d'intégrer d'autres dimensions, mais c'est aussi crucial d'intégrer d'autres acteurs parce qu'ensemble, on fait mieux que seul et parce qu'ensemble, on fait même mieux que la somme de tous les acteurs. On comprend donc toute l'importance d'une équipe pluridisciplinaire qui avance main dans la main pour construire un parcours d'accompagnement en santé globale. Alors tout le monde n'a pas la chance de pouvoir bénéficier d'un institut Raphaël à proximité, mais tout le monde peut prendre conscience de l'importance de soigner le patient dans son ensemble. Et vous m'entendrez souvent mentionner la définition de la santé de l'OMS, parce que je trouve que c'est capital de comprendre que la santé est un ensemble d'équilibre, un ensemble de santé en quelque sorte, la santé physique, mentale, sexuelle, sociale, environnementale, plus encore. La santé n'est pas juste une absence de maladie ou d'infirmité. C'est important que les médecins le comprennent, mais c'est aussi important que les patients le comprennent. L'Institut Raphaël offre une 30aine de soins complémentaires, que ce soit des soins du corps, des soins énergétiques, des soins thérapeutiques ou de bien-être, des soins par l'art, l'écriture, la danse. Et aujourd'hui, je voulais juste insister sur cet accompagnement global de la personne. J'avoue que je suis assez optimiste, car de plus en plus d'hôpitaux et de maisons d'accueil pour les personnes touchées par le cancer offrent ces services et surtout ont compris qu'il n'y a pas un choix à faire entre une technique et une médecine hyper élaborée et toute la dimension humaine. Soigner, c'est bien et c'est merveilleux les progrès de la médecine, mais il faut prendre soin. Soigner et prendre soin, au même titre que traiter des maladies et traiter des patients. Je rajoute, dans leur globalité. Parce que pas besoin de vous dire et vous redire que beaucoup de patients du cancer se retrouvent avec des problèmes invisibles, des handicaps invisibles après le parcours de soins. Leurs cheveux ont repoussé et on attend d'eux qu'ils soient aussi performants qu'avant, à part que ce n'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité. Les accompagner sur leur chemin de guérison. Et puis c'est quoi la guérison en fait ? C'est travailler sur ses équilibres de vie, c'est un travail global et bien souvent, des traumatismes, des blessures bien plus profondes émergent quand on prend le temps et qu'on fait un vrai travail de fond.
Nous avons évidemment parlé de la relation patient-soignant, de la complexité de cette relation archi-riche, et je vous laisse découvrir comment il a décortiqué tous les cadres et les manières de faire. C'est tout juste passionnant. C'est un thème qui me tient vraiment à cœur car j'entends trop souvent des patients qui sont déçus par leur médecin, par la relation avec leur médecin, et j'essaie de comprendre pourquoi. Et aujourd'hui, je voulais vraiment insister sur le fait que c'est une relation qui se construit à deux, où le médecin a un savoir et le patient a l'expérience de sa maladie. Le lien, la présence, l'attention, l'écoute active, l'envie de soulager et d'accompagner sont cruciaux. Et puis, nous avons terminé par échanger quelques mots sur l'annonce de la maladie en insistant toujours, encore et toujours sur l'importance de parler d'incertitude et de soutenir l'espoir. Cet espoir qui, comme l'amour, est une force de vie et nous en avons tous besoin. Je vous souhaite de vous laisser porter par la belle voix et les propos passionnants de Dr Toledano. Bonne écoute. Bonjour Alain. Bonjour. Alors, merci 1000 fois de me consacrer. Normalement, c'était 1 heure. On va essayer de boucler tout ça en 1 demi-heure. Alors, c'est quand même une grande première parce que d'habitude, je rencontre toujours mes invités. Et vous, je vous ai pas rencontré avant, mais je vous ai découvert évidemment par les réseaux. Je vous connais déjà depuis un petit temps, mais j'ai l'impression de déballer un cadeau, là, surprise. Et je pense que vous êtes réellement un cadeau dans le monde de l'oncologie. L'Institut Raphaël est un cadeau. Et vraiment, merci 1000 fois. Alors, aujourd'hui, j'ai vraiment plein de questions. J'aimerais bien que vous vous présentiez. Je vais vous dire en fait tout ce dont on va parler, comme ça vous allez mettre ça en 1 demi-heure. Parler de l'Institut Raphaël, parler évidemment de la médecine intégrative. Je pense que maintenant les gens commencent à connaître. J'adore votre manifeste qu'il y a sur le site de l'Institut Raphaël. Alors s'il vous plaît, si vous pouvez nous en parler. Et puis la définition de l'Organisation mondiale de la santé, la définition de la santé. Voilà. Et puis tout ce qui est médecine intégrative dans le cadre du cancer, donc tous les soins qui sont administrés ici à l'Institut Raphaël. Et puis j'aimerais qu'on passe un petit peu de temps à parler de la relation patient-soignant. Alors oui, ça rentre dans le cadre de l'Institut Raphaël aussi évidemment, mais j'ai pas mal de questions sur l'annonce de la maladie, sur plein de choses. Alors, la définition de la médecine intégrative. Non, d'abord peut-être, pourquoi est-ce que vous avez décidé d'être médecin ? Oui, alors, quand vous choisissez d'être médecin, d'abord, vous choisissez de faire des études de médecine avant d'être médecin. Et on ne peut pas choisir d'être médecin sans avoir compris ce que c'était que la médecine. Donc, les études sont intéressantes. Le fonctionnement du corps humain, c'est passionnant. Il y a de la science, il y a de la technique. Après, il y a plusieurs types de médecine. Si vous faites de la biologie, de la santé publique, de la radiologie, de la cancérologie, c'est des métiers différents. Donc, c'est au fur et à mesure, au cours de nos études, qu'en fonction de notre rapport à la maladie grave, à l'esthétique, au fonctionnel, à la technique, qu'on va choisir en fonction des gens qu'on côtoie, des patients, de notre passion aussi par rapport à ce métier. Et la médecine, vous ne saviez pas avant, en fait. Si, moi je voulais faire effectivement de la médecine clinique, traiter effectivement des fragilités, être utile. En fait, je voulais être utile en utilisant les savoirs de la médecine qui me fascinaient. Et j'ai découvert la cancérologie, c'est passionnant parce que ça génère l'humilité d'une part. Vous n'êtes jamais sûr de rien, mais on sait qu'on fait un combat ensemble. La médecine, c'est pas que de la technique, c'est tous les moyens qu'on utilise pour soulager, prévenir, traiter les blessures, les infirmités, les maladies. Et c'est avec des mots on soigne, avec des mots on tue. Donc c'est une façon de s'améliorer soi-même, parce que vous apprenez en théorie à parler et à soulager avec vos mots. Est-ce qu'on vous apprend l'art de l'empathie pendant les études de médecine ? Vous avez ou pas une personnalité empathique qui va comprendre l'autre en face, qui va s'adapter, qui peut souffrir avec lui, alors c'est pas ce qu'on vous demande. Alors mais c'est vrai que dans alors dans la relation à l'autre, vous allez ou pas être en miroir. Donc certains sont très fermés et ne jouent que leur partition. Puis parfois dans la relation à l'autre, on va créer quelque chose ensemble. Mais ça, il y a un apprentissage certainement, mais il y a surtout des personnalités et puis un travail sur soi-même, d'introspection. Vous choisissez ou pas le rapport que vous allez entretenir avec l'autre. Je me demandais, en fait, je me suis d'ailleurs toujours demandé, puisque j'ai un parcours similaire à Mine de cancer du sein, finalement, est-ce que tous les médecins, vous dites, vous avez choisi des études de médecine, mais est-ce qu'à la base, il y a quand même toujours cette envie de sauver des vies, il y a toujours quand même un côté empathique ? Vous avez des médecins qui ont simplement envie de comprendre la mécanique du corps. Oui. Ou de comprendre la médecine pour savoir comment les technologies qu'ils vont développer vont pouvoir être efficaces. Donc il y a un côté scientifique. Oui. Après, ce qu'on disait, c'est que la médecine est un art et non une science exacte et rationnelle. Ce que disait Kant.
Donc il y a un côté artisan, peut-être même artiste parfois, mais certainement une science humaine qui est mêlée à des sciences dures pour arriver à entrer en relation à l'autre. Mais tout le monde n'a pas la même interaction à l'autre. Non. Donc le fantasme du médecin très humain exclusivement, c'est pas forcément une réalité. Il y a aujourd'hui plusieurs types de médecine. Alors c'est vrai que dans des métiers de médecine intenses, où il y a de la gravité, où il y a de la maladie, il vaut mieux qu'il y ait de l'humain pour éviter quelques dégâts. Alors, est-ce que dans ce cadre-là, vous pouvez nous parler de la médecine intégrative et de ce passage idéal dont on rêverait de la médecine prescriptive à la médecine intégrative? Oui, bien sûr. Ce qu'on dit souvent ici à l'Institut Raphaël, en fait, on coupe la parole au patient en moyenne au bout de 23 secondes. Et dans 93% des cas, en France, on prescrit des médicaments. Contre 40% aux Pays-Bas, mais ils meurent pas plus tôt. Et on jette une boîte sur 2 à la poubelle, on jette 7 milliards d'euros par an à la poubelle. Donc en fait, cette médecine prescriptive, elle n'est pas la panacée. Ce qu'on souhaite, c'est de passer d'une médecine prescriptive à une médecine intégrative, qui va intégrer d'autres dimensions, avec des interventions thérapeutiques non médicamenteuses, et c'est pour cela qu'on va parler des parcours d'accompagnement, et avec une conception de la santé qui dépasse le cadre de la maladie. La santé n'étant pas que l'absence de maladie, mais comportant un volet de santé psychologique, santé émotionnelle, santé sociale, santé sexuelle, santé environnementale. Donc l'épanouissement et les équilibres sont à rechercher dans une pleine vision de la santé qui dépasse le cadre de la maladie et de ce que la médecine fait pour traiter la maladie. Donc notre objectif, c'est de passer d'une médecine centrée sur la maladie à une médecine centrée sur l'individu et son projet de vie. Et c'est cette intégration, cette incorporation, cet esprit de synthèse où on va chercher tout ce qui va être nécessaire aux équilibres multiples qui est la médecine intégrative. On intègre d'autres dimensions, mais on intègre d'autres acteurs parce que tout seul, vous faites moins bien qu'avec une équipe. Et aujourd'hui, donner du temps, c'est donner de la qualité. Pour donner du temps et de la qualité à chaque patient, avec des compétences multiples, il faut être entouré. Soit d'autres médecins, soit d'acteurs paramédicaux. Et c'est ce qu'on fait à l'Institut Raphaël, avec des sophrologues, des sexologues, des nutritionnistes, des psychologues, des acupuncteurs. Il y a 80 soignants d'une trentaine de disciplines qui, main dans la main, vont travailler autour des patients pour construire des parcours d'accompagnement, des parcours en santé globale. Donc c'est la santé intégrative. Oui, et ça définit, ça correspond en fait à la définition de la santé de l'Organisation mondiale de la santé. C'est pas juste l'éradication de la maladie, c'est vraiment la personne dans son ensemble. Bon, je fais un petit coq à l'âne, mais j'espère qu'il y a beaucoup d'espoir en fait pour cette manière de soigner les gens, parce que finalement vous avez des contraintes de temps qui sont vraiment pas du tout évidentes en fait. Alors, on va peut-être se focaliser plus sur l'oncologie et ce qui se passe ici à l'Institut Raphaël et voir est-ce que c'est la tendance, est-ce que vous voulez le cloner, l'Institut Raphaël, parce que ce serait extraordinaire de le cloner dans tous les pays du monde. On en a déjà en Belgique par exemple aussi, mais comment est-ce que concrètement ça peut se passer Bon, parlez-nous d'abord un peu de l'Institut Raphaël et comment ça se passe, comment voilà. Alors nous, on pense qu'on devrait pouvoir gérer toutes les fragilités de la même manière. Donc en l'occurrence, ici à l'Institut Raphaël, on fait essentiellement de la cancérologie, mais on a un programme pilote sur d'autres maladies chroniques, les patients qui ont des insuffisances rénales, les patients atteints de maladies cardiovasculaires, les patients atteints d'insuffisance respiratoire, de problèmes rhumatologiques. Il y a 20 millions de Français qui ont des maladies chroniques. Il n'y a pas de raison qu'on ne gère pas la fragilité de façon globale. C'est pour ça qu'on parle de cette santé intégrative en dépassant le stade de la maladie. Alors nous, on a un fil rouge, un programme de base d'après-cancer qui nous a servi à faire démonstration puisqu'on a offert 40 000 soins gratuitement qui sont évalués à 2700 nouveaux patients. Et ainsi, on a pu montrer qu'on diminuait dans 60% des cas la dépression, dans 50% des cas le sentiment d'isolement, la fatigue, dans 50% des cas les troubles digestifs, les troubles du sommeil qui touchent 2/3 de nos patients. Donc on a montré, et on continue à le faire, qu'en s'occupant des gens globalement, c'est mieux que si on s'occupait de la maladie. Tout le sujet, c'est de proposer à chaque patient des parcours d'accompagnement qui sont coordonnés, pas à la carte forcément, on choisit ensemble ce qu'on va faire, on fixe des objectifs avec des coordinatrices de parcours, et ça va être orienté vers la nutrition, vers les émotions, l'activité physique, le bien-être et le retour à l'emploi. Chacun, quelle que soit sa pathologie, peut avoir accès à un parcours qui mobilise ses propres ressources, qui lui donne de nouveaux outils pour acquérir les armes pour être le meilleur de lui-même. Et concrètement, comment est-ce que vous voyez, c'est la médecine de l'avenir. Oui, alors en fait, ça aurait dû être la médecine du passé et du présent. Que la médecine ait été préemptée par le progrès technique, c'est une chose. C'est bien d'être fasciné par le progrès technique. En tant que cancérologue, je ne vais pas vous dire que je ne suis pas content. Au contraire, qu'il y ait des immunothérapies, des médicaments intelligents, des radiothérapies de haute précision.
Mais pourquoi serait-on obligé de choisir et d'être exclusif entre une technique élaborée et une humanité assumée? C'est pas parce qu'on a scindé les enseignements supérieurs en faculté de sciences et faculté de lettres et qu'il a fallu choisir où se feraient les études de médecine qu'on ne doit pas concevoir cette médecine de façon globale, avec ses humanités, avec ses sciences, et en ayant un exercice mixte. C'est la chance de notre métier. Donc la médecine, et d'ailleurs comme toute la paramédecine, tous ces acteurs de soins qui ne veulent pas que soigner, qui veulent aussi prendre soin, ont besoin d'avoir cette vision globale. Donc il n'est pas pensable que des systèmes aussi élaborés que les nôtres ne traitent que des maladies et ne traitent pas des patients dans leur globalité. Alors j'entends ici qu'à l'Institut Raphaël, vous faites des formations justement pour les médecins, pour des pharmaciens, parce que c'est quand même pas encore la tendance partout, cette médecine intégrative. On est quand même encore dans des... Enfin, je suis très très contente de voir que partout, dans beaucoup de pays, il y a des maisons de l'après-cancer. Alors c'est vrai que j'avoue que j'étais un petit peu étonnée qu'il était marqué partout, la maison de l'après. Mais après, quand je vous ai entendu dans un podcast dire la reconstruction commence au moment du diagnostic, je me suis dit, OK, là, j'ai compris. J'ai compris. Vous pouvez justement développer un peu ce point-là. Oui, parce que vous savez, on a un anglicisme, supportive care. Et on a dévié en disant, c'est les soins de support. Les soins de support en oncologie. Et donc, en fait, comme si les soins d'accompagnement étaient là pour supporter des traitements. Parce que qu'est-ce qu'on supporte? C'est des traitements. Mais notre objectif, c'est pas de supporter des traitements. C'est d'accompagner des patients. Au-delà du traitement. Donc on s'est dit, au lieu de dire des soins de support, c'est des soins d'accompagnement. Et l'accompagnement, il se fait pas que pendant la maladie, lorsqu'on est obligé de subir des effets secondaires des traitements. Donc l'après-cancer était une période oubliée. On sait que l'après-cancer commence le jour du diagnostic. Ouais, oui, c'est la première fois que j'ai ce regard. C'est vrai. Donc on a considéré finalement que cette phase d'après-cancer, qui servait pas le système, qui était juste celle qui était délaissée, avec une fragilité accrue, avec des problèmes invisibles. Les gens, on a l'impression, les cheveux ont repoussé, il y a plus personne qui les regarde différemment. On attend d'eux qu'ils soient aussi performants, mais il y a plein de problèmes pas réglés, en fait. Donc c'est ces souffrances invisibles, le sujet. Et pour retrouver des équilibres personnels, si tant est qu'on les ait déjà eus. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de les trouver, pas de les retrouver. Mais on a forcément, à un moment, à arrêter le temps et à s'occuper de soi-même et à travailler sur ces équilibres de vie. Alors, je voyais, j'ai dévoré votre livre, évidemment. Donc, est-ce que vous estimez que quand quelqu'un a tout un accompagnement et tous ses soins complémentaires, a des meilleures chances de guérison? Alors, j'ai pas du tout envie de voir ça comme une injonction, mais ça ressort plusieurs fois dans le livre. Oui, parce qu'en fait, quand vous dites guérison, c'est quoi? Vous êtes friande des définitions de l'OMS, moi aussi. La guérison, c'est un état de retour complet à un bien-être physique, mental et social. Oui. Disons qu'à traitement équivalent, vous faites 2 traitements différents, le patient n'a plus de maladie. Mais pour se sentir bien, mentalement, socialement, on a besoin d'une autre dimension que simplement les médicaments. Donc si on veut vraiment guérir, c'est un sentiment de se sentir guéri. Il faut pouvoir être comblé par ailleurs sur toutes ces dimensions de l'humain. Le retour à l'emploi, la vitalité, l'amitié, l'absence de stress. Donc bien sûr qu'on a plus de chances de guérir si on s'occupe de nous globalement. C'est évident. Alors ici, concrètement, donc une patiente arrive et alors donc elle rencontre cette coordinatrice qui lui fait vraiment tout un programme à la carte en fonction de ses symptômes, de stress, de ce qu'elle aime Et donc j'ai compris aussi sur le site et tout ça que rapidement, c'est pour lui donner toutes les clés pour la vie d'après. J'allais pas dire le retour à la vie d'avant parce qu'il n'y a pas de retour à la vie d'avant, mais pour la vie d'après, donc qu'elle soit autonome. Oui. En fait, c'est pas comme si la coordinatrice allait imposer un parcours après discussion. En fait, on travaille, c'est un entretien structuré, dédié, où on prend du temps sur les objectifs. Voilà, je suis fatigué, j'arrive pas à aller chercher mes petits-enfants à l'école, je suis pas motivé pour faire du sport, je me trouve gros, je me trouve grosse, et j'ai du mal à me restreindre, alors que il faut pas forcément se restreindre. Donc il y a des idées préconçues, des représentations mentales, des croyances limitantes. Oui. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de fixer des objectifs. Alors par exemple, il y a plein de patients qui vont, sans savoir ce que c'est la sophrologie, qui vont en bénéficier. Donc les sophrologues vont arriver dans leur atelier, dans leur entretien, des patients qui n'auraient jamais été en ville les consulter en cabinet. Mais en fonction des symptômes et de la manière dont on pouvait les aider, se retrouvent à accompagner des patients autour des objectifs fixés. Mmh. Et on prend en compte les symptômes, pas uniquement les maladies, le stress, la sécheresse des muqueuses, les troubles du transit, la fatigue. Tous ces symptômes qui vont être importants, qui minent la vie des gens. Complètement. Et sur lesquels on peut travailler, et pas uniquement en prescrivant des médicaments.
Oui, donc en fait, même les patients ne connaissent peut-être même pas toutes ces disciplines. Parce Non. que là, j'ai quand même regardé la longue liste et je me suis dit, mais qu'est-ce qui manque? En fait, rien. Tout y est. Mais c'est le plus C'est important, vraiment, le plus important, c'est extraordinaire. pas forcément d'avoir la capacité à remplir toutes les cases, parce qu'un soignant qui a une capacité technique, c'est très bien. Mais le plus important, c'est qu'il crée du lien, qu'il soit présent avec le patient. Donc c'est sa présence, c'est l'attention qu'on va porter au patient, l'écoute active, c'est l'intention de le soulager. Donc hormis la technique, il y a une grille pour que le soin se passe bien, quelle que soit la technique. Certains seront sensibles avec leur cerveau au non-verbal, aux art-thérapies, musicothérapie, danse-thérapie, dramathérapie par le théâtre, art plastique, écriture thérapeutique, d'automédecine énergétique, shiatsu, qigong, reiki, réflexologie plantaire, acupuncture, auriculothérapie. Le corps, c'est indispensable de s'occuper de son corps. Alors là, vous avez les professeurs d'activité physique adaptée, mais les psychomotriciens, ergothérapeutes, ostéopathes, kinésithérapeutes. Donc en fait, l'idée, c'est de travailler en équipe autour d'un patient. Et on demande aux soignants de se concerter. Il y a des réunions de concertation transdisciplinaires où à plusieurs, on fait mieux qu'avec l'addition de nous-mêmes. Et chaque problème compte. Et c'est là où on se rend compte que finalement, les gens n'arrivent pas à faire leur deuil familial, leur deuil de leur cancer, parce qu'il y a eu des traumatismes dans l'enfance, des incestes, des violences conjugales ou autres. Donc il y a toute une clinique du traumatisme. Mais ça émerge à partir du moment où vous donnez le temps. Vous avez des professionnels qui sont présents, qui travaillent ensemble. Vous vous écartez de la fragilité sociale que connaissent certains, parce que les soins tarifés sans avoir une solidarité qui prend en charge fait qu'il y a un système de freinage d'emblée pour aller faire ce vrai travail, alors qu'il est tellement utile. J'aimerais parler de la relation patient-médecin. Et je vous avoue que j'aimerais bien aider les auditeurs, parce que je vous raconte juste une petite histoire, c'est que j'ai interviewé une personne qui me disait, mais tous les médecins que j'ai vus sont nuls. Tous sont épouvantables. Et on entend ça parfois. Et je me suis dit, mais où est le problème, en fait? Et donc, j'ai vraiment essayé d'analyser cette relation patient-soignant. Et j'ai réalisé aussi que, justement, dans le cas de cette personne-là, ça ne se passait pas bien parce qu'elle n'avait pas accepté sa maladie. Donc, elle reportait vraiment sur tous les médecins. Donc, j'ai vraiment envie que vous parliez que vous aidiez aussi ceux qui nous écoutent à comprendre comment ça se passe du côté du médecin, parce que c'est une relation qui se construit à deux. Oui, exactement. Alors, en fait, la relation soignant-soigné, elle est asymétrique. Parce que celui qui est soigné dépose beaucoup plus. Alors bien sûr, certaines personnes, et on ne peut pas dire elles ont raison ou tort, c'est comme ça, on est là pour elles attendent une réciprocité. Donc la personne en face se livre. Sauf que le soignant, parfois, comme le patient, il a ses mécanismes de défense. C'est-à-dire pour arriver à éviter le transfert ou de souffrir à outrance, parfois il va dévier, il va se défendre. C'est pour ça qu'on va avoir des réactions qui ont l'air d'être froides, avec des professionnels de soins qui parfois se protègent. Donc, le cadre thérapeutique dans lequel on s'inscrit, c'est important de bien le penser. Alors d'une part, on n'est pas les mêmes à différentes étapes de notre vie ou de notre maladie, puisqu'au début, il y a beaucoup de déni pour le patient. Ensuite, on peut être dans la révolte, puis dans l'acceptation, puis dans la résignation. En fonction du moment où se situe le patient, vous n'allez pas avoir la même discussion. Moi, il m'arrive fréquemment de dire au patient, on se revoit dans 2 semaines, parce que j'ai l'impression que ce qu'on va se dire aujourd'hui, ça va pas être assimilé, compris, et on pourra pas avoir une vraie relation d'égal à égal. Là, vous êtes soumis à la peur de ce pronostic, vous accepteriez tout. En fait, c'est pas l'idée. Il faut qu'on construise ensemble un projet de soins. Ensuite, dans le cadre relationnel, vous avez des manières. Et le patient peut ne pas être d'accord avec la manière avec laquelle il est pris en charge. Vous avez par exemple une médecine très paternaliste, latine, où la patiente elle va dire « Docteur, vous m'opérez de quoi en fait la semaine prochaine ?» Et puis en face, il va dire « Non, mais c'est bon, vous voyez, avec ma secrétaire, j'ai pas le temps. » Donc cette espèce de médecine, finalement, où il y en a un qui sait, l'autre qui ne sait pas. Une relation entre le sachant et le non-sachant. Enfin, à l'époque du docteur Google et d'Internet, on a dépassé ça. Ça existe, ce cadre-là, paternaliste. Il y a des gens que ça rassure. Après, on a le cadre très informatif, très anglo-saxon. Société judiciarisée, il faut tout dire. Alors, tu as le médecin qui, du coup, va lire ce qu'il a sur son ordinateur. Vous avez 25% de risque de rechuter, 30% d'être en vie à 5 ans, etc. Et on vous livre l'information comme si le patient, il allait tout récupérer sur lui et pouvoir le gérer. Donc, c'est une illusion. Puis, on a un cadre délibératif où, finalement, on avance avec une gradualité dans la délivrance de l'information. On essaie de voir si elle est assimilée. Réfléchir avec le patient. On le conduit vers les différentes approches, la stratégie, pour qu'il puisse faire un choix éclairé. Parce que pour faire un choix, il faut être informé.
Mais pour être informé, il faut être capable d'accueillir de l'information. Mais quand on a peur, on n'écoute pas forcément, on n'analyse pas les choses de la même façon. Donc, il y a un accompagnement. Donc, s'il y a des partis pris, il y a des gens qui disent « Non, moi, je traite des maladies, je traiterai toujours de la même façon et le patient, il a qu'à s'adapter et à moi et à mon système. » Le patient, il peut ne pas trouver chaussure à son pied. Oui. À l'inverse, il y a des patients qui se disent en face, ils ont qu'à s'adapter à moi, à mes croyances, et ils ont qu'à me dire ce que j'ai envie d'entendre. Bon, là aussi, on rend pas service parfois. C'est comme une dame qui m'a dit « Non, moi, je ne veux être traitée que par des plantes. Elle a un cancer qui pousse, on sait que ça va continuer à pousser. Elle prend depuis 2 ans des plantes, elle a très mal. » Mais elle veut qu'on adhère au fait qu'elle croit au traitement par les plantes et qu'on lui donne que des plantes. Je dis non, ça peut être complémentaire, mais on ne pense pas pouvoir honnêtement y arriver uniquement comme ça. Donc le cadre thérapeutique, le niveau d'information, là où se situe le patient, le cadre affectif dans lequel on se trouve dans la consultation, les échanges par rapport au savoir, aux croyances. Donc c'est une relation riche entre le soignant et le soigné. On va donner plus ou moins de temps, on a plus ou moins un environnement favorable pour que ça se passe bien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de déçus et qu'il faut qu'on arrive à mieux s'adapter dans la manière de communiquer. Et c'est pas souvent le patient qui est la problématique. C'est souvent le soignant qui ne s'adapte pas à son interlocuteur. Oui, ou le patient qui n'en parle, ce que j'ai entendu aussi beaucoup, le patient qui n'en parle pas au médecin. Parce que comme c'est une relation qui se vit à 2, le patient peut très bien aussi dire au médecin, mais on n'en a pas assez parlé, ou qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil, par exemple, à des patients qui sont mécontents de leur médecin? Parce que c'est important aussi, moi, d'humaniser les médecins, parce que c'est quand même pas évident. Mais la plupart du temps, les patients, ils sont pas forcément mécontents des personnalités qu'ils ont en face, ils ont accepté la différence. Ils peuvent être mécontents la plupart du temps, parce qu'ils n'ont pas eu l'information attendue, et donc ça les maintient dans une angoisse, dans une peur. Ils ont l'impression de ne pas pouvoir refaire le raisonnement, d'être assujettis à un pronostic qui leur échappe. Donc il y a souvent un besoin de compréhension. Donc à nous aussi, soignants, de savoir simplifier les choses, expliquer, passer du temps à raconter l'histoire de la maladie, des traitements, des options. Donc il faut accompagner, il y a une mission d'accompagnement. C'est pas de décider de façon rigide, obtuse, opaque. Vous n'êtes pas tellement formé à tout ça pendant vos études de médecine, en fait. Vous avez l'air d'avoir un sens humain extrêmement prononcé, mais c'est quand même pas toujours le cas, quoi. Alors vous avez des enseignements qui existent dans les écoles de médecine. Après, c'est toujours pareil. Quelle valeur ils ont, comment les gens vont les percevoir, comment les gens vont les mettre en application. Parce qu'on apprend énormément de choses qu'on met pas en application. C'est le principe des études de médecine. C'est d'avaler des encyclopédies et après on voit ce qui reste. Mais il faut que dans la pratique, on apprend des patients, il y a des j'imagine, indicateurs énormément. de qualité, exactement. Après, il y a des histoires personnelles, de remise en question, etc. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'annonce de la maladie? Oui. L'annonce d'une maladie quand le pronostic vital est engagé et toute la notion d'espoir? Oui. Alors, en fait, quand on annonce une maladie, ce qui compte, c'est pas forcément le risque dont on parle, c'est la perception du risque. Donc, il y a un décalage entre ce que le soignant dit et la représentation mentale que se fait le patient. Donc on va tout de suite être pris au piège par ses peurs et ses propres représentations mentales quand on est un patient. Donc dans ton cancer, même si tu vas en guérir, la plupart du temps, pas tout le temps malheureusement, tu vas avoir peur de mourir, peur de souffrir et t'es prisonnier de tes peurs. On n'est pas dans une phase de réflexion. Là ensuite, il va falloir accueillir ce diagnostic, pouvoir se projeter. Et les ingrédients essentiels, c'est d'apprendre à gérer l'incertitude, qui est l'ingrédient de la vie, mais qu'on a oublié, qu'on a mis de côté. Et puis arriver, pour nous soignants, à donner de l'espoir ou ne pas fermer la porte de l'espoir qui est fondamentale pour arriver à relativiser, à se projeter. Donc la gestion de l'incertitude et de l'espoir, c'est fondamental. Le risque compte au moins autant que la perception du risque. Donc en fonction des codes culturels, de la compréhension, on ne va pas avoir la même réaction à la même maladie. Donc il faut pouvoir se mettre à la place de l'autre. La vérité médicale, c'est pas la vérité humaine. Il y a aussi une gradation des fois où il faut y aller par étapes, parce que tout le monde n'est pas au même niveau de compréhension de ce qui se passe dans son corps, ou des changements que cela peut provoquer. Donc ça dépasse le cadre de la gestion de la maladie, c'est ce qu'on dit. C'est pour ça que déjà dès l'annonce, vous plantez les bases d'une relation saine ou pas saine. Avec cette notion d'espoir, toujours. C'est fondamental, on dit l'espoir fait vivre, et c'est pas faux, c'est comme l'amour, c'est des forces de vie. Puis comme il y a aussi une incertitude du côté des soignants, on a des patientes multimétastatiques, il y a 25 ans, qui sont guéries, qui vivent normalement. Donc là, la science ne l'explique pas, nous on les voit au quotidien. Alors ça ne veut pas dire que c'est la majorité, mais à partir du moment où vous avez une incertitude partagée, il n'y a pas de raison d'être affirmatif ou d'asséner des espèces de sanctions
D'être définitif. Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà. Donc c'est arriver à laisser la part d'incertitude que chacun a dans la manière de verbaliser les choses. Donc il y a souvent des problèmes de communication déjà. Et puis une façon de penser, parce que si vous pensez de façon définitive avec des vérités que vous assénez, c'est une mauvaise façon de penser, parce qu'on est surpris de voir qu'il y a des vérités différentes qui existent, des réalités différentes. Même un effet on parle de cet effet nocebo, là maintenant, en fait, vous pouvez en parler ? Oui, bien sûr. Vous avez aujourd'hui, comme l'effet placebo que tout le monde connaît, donc vous allez donner un substitut qui n'est pas un médicament, puis le simple fait de le prendre, ça va vous générer un effet thérapeutique. Vous avez à l'inverse, un médicament qui n'en est pas un, vous le donnez, et puis ça va générer l'inverse, quelque chose de toxique en vous, de nocif. Donc c'est vrai qu'avec des mots mal placés, vous allez créer un effet délétère. Oui, parce que j'étais frappée dans votre livre, là, c'était les mots qui tuent. C'était des affirmations tellement horribles qui peuvent réellement tuer, parce que j'ai entendu en plus que quand certains, je ne sais pas c'était sur quelle base, quelle étude je devrais retrouver, mais des gens à qui on avait annoncé un certain nombre de mois à vivre et on avait réalisé finalement que les choses s'étaient passées réellement comme ça. C'était pas spécialement, c'est vraiment du conditionnement, quoi. Donc voilà, on est un peu limité dans le temps, mais je pense que je vais revenir pour continuer à vous interviewer. Alors, quels sont vos rêves et vos projets par rapport à toute cette médecine intégrative et par rapport à l'Institut Raphael ? Est-ce que vous voulez le cloner partout dans le monde ? Alors, déjà, l'idée, que ce soit Raphael ou autre, c'est d'essaimer des valeurs, une vision de la santé, puisqu'on a tous un effort à faire pour essayer d'améliorer le système dans lequel on vit. On a de la chance d'être en France, que les soins soient remboursés, que ce soit un système solidaire. Mais notre projet personnel doit être intégré dans un projet collectif qui nous dépasse, qui nous porte. Donc nous, on a ouvert une chaire en santé intégrative au Conservatoire national des arts et métiers pour faire de la recherche en santé intégrative, la promouvoir et avoir une dynamique de développement intellectuel et en termes de recherche et de partenariat. Et à l'Institut Raphael, effectivement, essaimer les valeurs, démontrer le bienfait de nos soins, accompagner des personnes, savoir raconter ces histoires, former des acteurs paramédicaux, aider d'autres personnes, d'autres endroits, des professionnels à être formés. Et on a effectivement des patients partenaires en interne qui nous aident, on apprend beaucoup de choses avec eux. On travaille avec des disciplines différentes, la naturopathie, toutes les disciplines, si vous voulez, qui sont pas forcément les plus reconnues par la médecine, mais avec des soignants qui ont le cœur sur la main, qui ont envie de donner du temps, de l'énergie, qui ont bien compris l'importance de travailler ensemble et qui vont se former à ces approches. Je pense aux onco-esthéticiennes qui font un travail remarquable aussi. Extraordinaire. Mais finalement, j'ai l'impression que partout dans le monde, on va dans le bon sens. En fait, quand je vois au MD Anderson à Houston, il y a des séances de Reiki, il y a des coupeurs de feu, il y a des soins onco-esthétiques au sein de l'hôpital. Donc, je trouve qu'on avance vraiment dans le bon sens. Ben oui, vous avez des soins qui sont faits à visée de bien-être, des soins qui sont faits à visée thérapeutique. Mais l'un et l'autre peuvent avoir des similitudes, ça dépend comment on les envisage. Ce qui est important, en tout cas, c'est de faire avancer la manière de travailler, la recherche et l'enseignement sur ces sujets. Oui. Si on veut qu'ils s'implantent de façon pérenne et qu'on leur crée de la valeur pour créer un modèle économique. Oui, c'est ça, le modèle économique. Où est le modèle économique là derrière aussi? Parce que bien sûr. L'Institut Raphael est totalement financé par des dons. Exactement. Donc c'est pas pérenne parce que c'est soumis à des financements par des dons. Heureusement qu'on a des gens bienveillants qui soutiennent l'Institut Raphael et qui font des dons. Mais ça nous permet aussi d'avancer, de démontrer et de porter ce projet, de le promouvoir pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier partout. Et que ces soins soient reconnus, parce que finalement, en Belgique, maintenant, l'acupuncture est remboursée, l'ostéopathie, enfin, il y a quand même une évolution dans le bon sens. Il y a eu 300 000 études sur les interventions non médicamenteuses en cancérologie. Ouais. Avec, effectivement, l'acupuncture sur les bouffées de chaleur, sur le stress, sur les troubles du sommeil. Vous connaissiez toutes ces disciplines avant? Bon, vous êtes forcément, mais pas de façon scientifique comme je connais les métastases ou la radiothérapie. Mais après, en se formant, en discutant, en accompagnant les patients, voilà, on avance. Est-ce que vous avez envie de terminer par une petite anecdote? Moi, je me souviens la dame au gâteau, là où faire jaillir la vie, je sais pas, vous choisissez... Non, mais c'est important parce que, en fait, cette dame-là, qui m'a fait en tout cas moi passer à l'acte, c'est vous racontez l'histoire. Elle avait 88 ans, elle faisait des gâteaux pour les pauvres. Et tout le monde l'aimait, cette femme. Et puis un jour, elle tombe malade, elle a un cancer du sein, et puis elle dit à son entourage, j'ai bien vécu, j'ai pas envie qu'on me traite. Puis autour d'elle... Tout le monde s'emballe en disant mais non. Et donc je suis appelé par 4 personnes, ils me disent il faut que tu la vois. Je dis mais il n'y a pas de problème.
Donc je vais la voir, et moi, ma grand-mère, elle avait 12 enfants, elle aidait les femmes à accoucher. Quand je vais voir cette femme-là, elle me dit, mais vous savez que votre grand-mère m'a accouché, je vais vous laisser me traiter. Incroyable. Et donc là, la France est belle parce qu'avec une carte verte, tout est pris en charge, hein, l'IRM, la biopsie, la chirurgie, la radiothérapie, c'est quand même 30 000 €. Hein. Sauf qu'à la fin, elle a plus son cancer du sein, mais elle sort plus de chez elle, elle fait plus de gâteaux. Et alors moi, j'avais pas l'Institut Raphaël à ma portée, et j'appelle l'esthéticienne, la psychologue, la kiné, j'ai dit, écoutez, vous avez tous les jours, vous m'envoyez des factures, je veux qu'elle ressorte de chez elle. Et en moins d'un mois, pour tout vous dire, en moins de 1 000 €, elle ressortait de chez elle, elle refaisait ses gâteaux. Et c'est l'histoire, parce qu'on fait l'effort à 30 et on fait pas l'effort à 1. À 30, on paye tous les brevets de la planète, on tue les gens socialement. Donc sur le plan médico-économique, c'est un non-sens de s'occuper des maladies. Parce qu'on fabrique des malades de façon chronique. On a augmenté l'espérance de vie, mais on n'a pas augmenté l'espérance de vie en bonne santé. Donc on fabrique des malades chroniques, qu'on finance, ça coûte cher, il n'y a pas plus de vitalité. Donc il faut qu'on assortisse l'augmentation de la quantité de vie à l'augmentation de la qualité de vie. Je pense que là, on peut pas mieux clôturer le podcast. Merci Alain, tout cœur. Je serai de retour. Je crois que j'aurais besoin d'un épisode 2, 3, 4. Avec plaisir. Okay. Merci beaucoup. Ok, à bientôt. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, comme à l'école, 5 étoiles, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux. Parce que c'est grâce à vos étoiles, vos commentaires, vos partages que le podcast pourra aider plus de femmes encore, et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, se serrer les coudes toutes ensemble, partager nos joies, nos peines et célébrer toutes les princesses et guerrières de ce monde. Si vous désirez vous aussi partager votre histoire, n'hésitez pas à me contacter via le blog Cancer je gère, cancer-je-gère.blog. Il y a des instructions pour le partage de témoignages. Et puis je vous embrasse tous et toutes très très fort. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous.